On commence avec un tournoi en Suède ayant regroupé plus de 55 joueurs. À la 4e place, nous aurons une liste Ligue de Wotan dans le détachement Houseband. Les personnages, on commence avec un Brokir maître de fer, avec l'optimisation Appraising Glare, un champion Aenir en tant que seigneur de guerre. Du côté des unités de ligne, nous aurons 2 unités de Die Earthskin Warrior en transport dédié, 3 Sagittor, et pour le reste, 2 grands blocs de 10 Berserk Chtoniens, une unité de Yedgir, 2 blocs de 6 Pionniers, et enfin 2 Hécatones. Dans un environnement compétitif où la flexibilité, la létalité et la résistance sont reines, cette liste Ligue de Wotan fait une entrée fracassante, ou plutôt une percée blindée, en misant sur une synergie testée et approuvée lors du dernier WTC. 20 Berserk Chtoniens embarqués dans 2 Hécatones, et que l'on ne s'y trompe pas. Le duo représente bien plus qu'un simple pari nostalgique sur l'infanterie de corps à corps. Le rôle des Berserk est double. Premièrement, ils fournissent une force de frappe redoutable contre des cibles aussi bien blindées que d'élite. Leur capacité à infliger des dégâts importants leur permettant de rivaliser avec des unités bien plus coûteuses. Deuxièmement, ils excellent dans le rôle de Tarpi, c'est-à-dire que leur règle de Fight on Death, donc combattre la mort, fait d'eux un cauchemar contre les listes MSU, Multiple Small Unit, de multiples petites unités. Ils risquent de se faire engluer et saigner lentement à chaque tentative d'engagement. Une brique de berserk qui meurt en frappant reste une menace, même post-mortem. De plus, les Maul Launchers ajoutent une dimension tactique souvent sous-estimée, une puissance de feu indirecte capable de ralentir ou perturber les mouvements adverses, ce qui est particulièrement efficace contre des armées agiles et fragiles ou basées sur la projection rapide. Peut-être même les 3. Cela permet non seulement de soutenir les berserks en neutralisant les unités de contre-charge, mais aussi de contrôler les lignes d'objectifs à distance. Derrière cette première ligne de choc, 12 motards offrent un soutien essentiel. Leur mobilité, leur puissance de feu et leur capacité à marquer des points de victoire rapidement les rendent parfaits pour nettoyer les flancs, réagir aux menaces imprévues ou capturer tout simplement les objectifs laissés vacants. Cette combinaison de puissance brute, de saturation et de mobilité fait de cette liste un exemple de ce que la faction Wotan peut accomplir à son plein potentiel. À la 3e place, ce sera une liste Custodes dans le détachement Lion de l'Empereur. Pour les personnages, on fera très simple et classique, 3 champions des lames. On ajoute un capitaine rempart dans son armure Terminator à la russe avec l'optimisation supérieure création. Et en tant que seigneur de guerre, un classique Trajan. Du côté des unités de ligne, prêtez une petite attention. Nous aurons une première unité de garde custodien équipée de la Vexilla et du bouclier Praesidium. Ensuite, on aura une seconde escouade de 4 gardes custodiens, mais cette fois-ci entièrement équipés de leurs lances. Pour le reste de la liste, on aura 3 unités de sentinelles custodiennes, à chaque fois équipées de leur Vexilla, 2 petites unités de 4 prosecuteurs ainsi qu'une de 4 Witchseekers, et en unité alliée, grand classique des unités de garde custodiens, l'inquisitrice Kyria Draxus. Le cœur du plan repose ici sur une formation triple champion des lames escortée de sentinelles. Une configuration idéale sur des tables denses où les lignes de vue et les angles d'engagement peuvent être soigneusement maîtrisés. Avec sa capacité à exceller en duel et à ignorer certaines règles de défense adverse, cela devient une véritable machine à neutraliser des menaces clés une par une. En l'accompagnant de sentinelles, des custodes à 4 points de vie, bénéficiant souvent d'une insensibilité à la douleur 4+, on obtient une force capable d'encaisser de lourdes charges tout en conservant une létalité constante. Derrière ce triptyque central, 2 escouades de gardes custodiens renforcent le contrôle d'objectifs et offrent de la redondance sur le terrain, essentiel dans les matchs plus tendus. Leur présence permet de sécuriser le milieu de table, tout en absorbant la pression afin que les héros dorés puissent intervenir au moment le plus opportun. Mention spéciale au capitaine à la russe, Solo, une inclusion qui brille par sa capacité à harceler, zoner ou interrompre les lignes de bataille adverses. Sa durabilité et sa liberté de mouvement lui permettent de gérer des objectifs secondaires ou d'aller contester des positions isolées avec une efficacité chirurgicale. Les custodes conservent des outils classiques mais diablement performants pour peu qu'ils soient employés avec précision. Une excellente démonstration de gestion et de contrôle récompensant la patience et le placement millimétré. Alors bravo pour cette performance, prouvant que parfois faire des 4+, reste une stratégie gagnante. À la seconde place, nous aurons une liste Chevalier Gris dans le détachement Warbane. Les personnages, on commence avec Castellan Crow. On rajoute à cela 2 grands maîtres dans leur armure Némésis, dont l'un sera seigneur de guerre. En unité de ligne, une unité de 5 strikes, et pour le reste, une petite unité de 5 purifieurs, une plus grande de 10, 3 cuirassiers Némésis,
Et en unité alliée, nous aurons 2 armigères Elvériens et une assassine Calidus. Nouvelle démonstration pour les Chevaliers Gris, cette fois-ci sous la bannière du détachement Warbane qui continue d'explorer les synergies entre projection, puissance de feu et occupation du champ de bataille. L'originalité de cette liste réside dans l'intégration d'armigères, des marcheurs d'élite issus de la faction des Chevaliers Impériaux. Dans un plan de jeu où le contrôle du milieu du champ de bataille est absolument central, les armigères, avec leur contrôle objectif de 8, représente une encre redoutable, difficile à déloger, capable de sécuriser des objectifs clés à elle seule, tout en restant menaçant sur le plan offensif. Le choix, bien qu'inhabituel pour les Chevaliers Gris, s'intègre parfaitement dans une construction où les cuirassiers Némésis imposent déjà une forte pression par leur mobilité, leur résilience et leurs dégâts importants, notamment via des tirs à dégâts 3. Le tout forme une liste très complète, capable de punir toute tentative d'incursion ennemie, tout en gardant une flexibilité propre à l'arsenal Chevalier Gris. Autant d'outils qui permettent des reconfigurations soudaines pour surprendre l'adversaire ou marquer des points dans des angles inattendus. Donc, bravo pour cette performance, confirmant que les Chevaliers Gris n'ont rien perdu de leur tranchant. À la première place, nous aurons une liste Deathwatch dans leur détachement Black Spear. Dans les personnages, on commence avec un capitaine Gravis en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation comme Ectoclade, un judiciaire avec l'optimisation voleur de secrets, ainsi que 2 lieutenants en armure Phobos. Du côté des unités de ligne, nous aurons un bloc de 10 vétérans Deathwatch, une unité de 5 intercessors, en transport dédié un Rhino, et pour le reste, 3 unités de 5 Deathwatch Terminator, 2 unités de 5 incursors, qui accompagneront les lieutenants Phobos, 2 unités de 10 Indomitor Kill Team ici représentés par les Eradicators, et enfin un Invader ATV. La Deathwatch continue de tirer son épingle du jeu avec des performances aussi silencieuses qu'efficaces. Cette armée, conçue pour l'adaptabilité et la précision, repose sur un petit nombre d'unités extrêmement polyvalentes. Le cœur de la stratégie repose sur la mobilité verticale, c'est-à-dire la capacité à réapparaître n'importe où sur le champ de bataille, combiné à un arsenal de tirs spécialisés renforcé par les doctrines Deathwatch. Grâce à un succès privilégié à des outils de repositionnement, cette armée peut très facilement ajuster son profil de menace face à des adversaires variés, les hordes, les blindés ou alors des unités d'élite. Toutefois, cette flexibilité a un prix, le volume d'unités est très restreint, ce qui rend la liste vulnérable à des erreurs de placement ou à des échanges défavorables. Un faux pas peut compromettre la capacité à scorer sur la durée. Cela signifie que pour atteindre la victoire, chaque action doit être calculée au millimètre, une exigence que seul un pilotage expérimenté peut relever avec succès. C'est une démonstration brillante de maîtrise et de jeu de position, prouvant que la Deathwatch, bien que discrète en ce moment, dans les statistiques globales, reste une force capable de frapper au sommet avec précision et détermination. Pour le second tournoi, ce sera celui de l'Alpine Cup, ayant regroupé plus de 200 joueurs. 4e place, nous aurons une liste Space Marine du Chaos dans le détachement Renegade Raider. Oui, cela fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Les personnages, on commence avec 2 seigneurs du chaos, dont l'un aura l'optimisation Dread River. Pour le Vect, on rajoute Cypher, ainsi qu'un sorcier du chaos en armure Terminator qui sera notre seigneur de guerre. Du côté des unités de ligne, nous aurons une unité de 10 cultistes, une petite unité de 5 légionnaires et un transport dédié de Rhino. Pour le reste, une petite escouade de 3 motards du chaos, 3 prédateurs destructeurs, une petite unité de 5 élus du chaos, un grand bloc de 10 possédés, une escouade de 5 raptors, une autre de 5 warp talons, et enfin 2 unités de 5 noise marines. Dans une compétition dominée par les factions aux identités marquées, une liste Space Marine du Chaos vient rappeler qu'avec un bon détachement et des choix d'unités judicieux, la terreur peut surgir de n'importe où. En l'occurrence, c'est le détachement Renegade Raider qui sert de colonne vertébrale à une construction solide, rapide et létale, tirant un excellent parti des Noise Marines dans un rôle de tir mobile et percutant. Cette liste tire avantage de plusieurs éléments clés du détachement. En premier lieu, les Noise Marines, qui excellent déjà en termes de rendement au niveau du coût de l'unité, gagnent ici un surcroît de puissance grâce à la capacité du sorcier. Celui-ci peut améliorer la pénétration d'armure jusqu'à -3, leur permettant de menacer efficacement même les cibles les mieux protégées. Combiné au stratagème Ruinous Raid, offrant des relances complètes pour toucher et blesser, ces Noise Marines deviennent des tueurs polyvalents capables de balayer des unités d'élite comme de l'infanterie plus légère, voire même de pouvoir s'attaquer à certains monstres et véhicules. Le choix du Rhino comme vecteur de déploiement est ici essentiel. Il apporte à la fois une protection et une capacité de projection, indispensable pour profiter au maximum de l'effet de surprise de ces unités de tir.
Cela s'ajoute des outils plus classiques du chaos, le prédateur destructeur, les possédés et les élus qui assurent la pression sur les objectifs tout en menaçant en combat. Mention spéciale aux possédés, issus des archétypes plus agressifs du détachement création de Bill. Ils trouvent parfaitement leur place dans ce cadre. Avec la possibilité d'avancer et de charger, ils peuvent punir des erreurs de placement ou verrouiller rapidement des menaces adverses. Leur résilience et leur capacité à absorber des tirs en font aussi d'excellents pivots de milieu du champ de bataille. Ce qui ressort de cette liste, c'est surtout sa polyvalence offensive, capable de répondre à une grande variété de menaces. Saturation à distance, assaut ciblé, pression sur les flancs. Elle illustre surtout la capacité des détachements comme le Renegade Raider à moderniser les fiches techniques des Space Marines du chaos sans pour autant les spécialiser à outrance. C'est une très belle performance qui montre que, même en dehors des détachements emblématiques, les Marines du chaos restent une menace sérieuse quand ils sont entre de bonnes mains. À la 3e place, ce sera une liste démons du chaos dans le détachement incursion démoniaque. Dans les personnages, on commence avec Be'lakor en tant que seigneur de guerre. On rajoute Eros, Rotigus, Skarbrand, un grand immonde avec l'optimisation Le Don sans fin, un duc du changement avec l'optimisation Everstav. Pour le reste de la liste, on fera très simple. Une bête de Nurgle et 2 unités de 5 Flèche Hound. Ce type d'archétype, Monster Smash, c'est-à-dire avoir beaucoup de monstres qui tapent fort, centré autour de grandes bêtes démoniaques comme le buveur de sang, le grand immonde ou le duc du changement, n'est pas vraiment nouveau, mais il bénéficie désormais d'une exécution beaucoup plus fluide et d'une puissance accrue. Les dernières évolutions permettent de ne plus choisir entre scorer et menacer, grâce à un recours à des unités comme les Flèche Hand, capables d'exploiter les frappes en profondeur du détachement, tout en assurant une pression sur les objectifs de mission. Là où autrefois une liste de monstres devait sacrifier son tempo pour remplir les objectifs secondaires, elle peut désormais se permettre d'avancer en force tout en laissant aux petites unités le soin de valider les scores. Cela permet de maintenir une pression sur l'adversaire tout en s'assurant que les points se marquent sans interruption. Sur le plan stratégique, les listes misent sur des profils très difficiles à neutraliser rapidement, forçant l'adversaire à investir beaucoup de ressources pour espérer contenir une seule menace, pendant que 2 autres arrivent sur les flancs. De plus, les gros démons ne se contentent pas de survivre. Ils frappent extrêmement fort, ignorent souvent les pénalités ou protections classiques, comme le Battle Shock, les malus à la touche ou les couverts, et s'accompagnent de synergies internes très solides. Ce type de construction est donc facile à lire mais difficile à contrer, et chaque pièce remplit son rôle avec brutalité. Et la simplicité de l'approche rend l'ensemble très stable. Le fait qu'une telle liste ait atteint le top 4 avec le meilleur différentiel de points, c'est-à-dire beaucoup de 20-0, jusqu'en demi-finale est un témoignage de son efficacité, même si elle a fini par s'incliner. À la seconde place, pour une fois ce ne sera pas du chaos, mais nous aurons une liste à Ildari, dans le détachement Devoted of Inead. Personnage, on commence avec le Visarch, Ivren en tant que seigneur de guerre et 3 autarques. En unité de ligne, une unité de 10 Kabalites, en transport dédié, un serpent, un Venom, et pour le reste, attention, voici la liste MSU. 2 unités de 5 Dark Reaper, 2 unités de 5 Dragons de Feu, 3 unités de Banshee, 3 unités de 5 Banshee, 2 unités de 5 Rangers, 2 unités de 5 araignées spectrales, un grand bloc de 10 incubes, et enfin, une unité de 6 Wind Rider équipée de skaters laser. Les forces d'Inead s'imposent à nouveau avec une approche démontrant l'étendue de la faction. Le cœur du dispositif repose sur une brique complète d'incubes, servie par les synergies du détachement Inari qui leur permettent d'enchaîner les combats en premier décisifs ou de se repositionner intelligemment via les mécaniques comme le Lethal Intent. Le noyau est accompagné d'une multitude d'unités de guerriers aspects en format MSU, petites unités, pouvant être soutenues par des autarques suivant l'adversaire, apportant un surcroît donc de létalité et de gestion surtout des points de commandement, un double levier essentiel dans les affrontements de haut niveau. La subtilité de la construction tient aussi dans ses capacités de projection. 3 escouades combinant Banshee offrent des options de contre-attaque fulgurantes ou d'élimination sur des cibles robustes, une rareté pour les Eldari souvent taxés de ne gérer que les Endurance 3. Cette solution modulaire permet même, selon le match-up, d'attacher un autarque à des dragons de feu par exemple, pour renforcer une sorte d'Alpha Strike, notamment contre les listes véhiculées comme les Chevaliers du Chaos ou les Chevaliers Impériaux. Enfin, le soutien n'est pas à négliger. Les Wind Riders bien placés assurent une couverture de feu mobile pouvant nettoyer les lignes légères ou finir des cibles énormément entamées. Le tout forme une armée très difficile à attraper, capable de manipuler le tempo de la partie, de scorer efficacement et d'ouvrir des brèches à chaque tour.
Dans un environnement de jeu où les forces du chaos et les gros profils dominent l'attention, cette approche, plus fine, prouve qu'une exécution et une discipline peuvent encore faire la loi. Enfin, pour la première place, nous aurons de nouveau une liste démons du chaos, mais cette fois-ci dans le détachement Shadow Légion. Des personnages grands classiques, Be'lakor en tant que seigneur de guerre. Et aussi dans la Shadow Légion, un grand classique, le buveur de sang avec l'optimisation Fade to Darkness. Côté unité alliée, nous aurons une sombre commune avec l'optimisation les Pink Shadows. Pour le reste, on continue avec une unité de 16 cultistes maudits, une unité de 10 cultistes, 3 unités de 5 raptors, côté unité de ligne, une unité de 6 Nurglings, et pour le reste, une unité de 5 veneuses, une bête de Nurgle et 3 unités de 6 hurleurs. Cette victoire en tournoi majeur démontre à quel point le détachement Shadow Légion est redoutable quand il est maîtrisé avec précision. Au cœur de la liste, on retrouve une présence de table construite autour d'unités de Raptor, capables de revenir en réserve grâce à Binding Shadow. En complément, les hurleurs de Tzeentch, pris ici en nombre maximal, apportent vitesse, une certaine robustesse et une capacité unique à se ranimer grâce au stratagème Death Knight. Ce dernier permet de faire revenir une figurine détruite dans certains cas, permettant de le repop directement sur un objectif. Une vraie plaie pour l'adversaire, surtout s'il n'a pas laissé assez de présence pour contester. La présence de Nurgling renforce encore ce plan, difficilement délogeable, car il colonise le terrain dès les premiers tours, gênant ainsi les mouvements adverses. Et à l'arrière, Be'lakor et le buveur de sang assurent la dissuasion. Ces deux menaces imposent une gestion rigoureuse des engagements, envoyer trop de ressources au mauvais endroit, et c'est l'un d'eux qui se projette via l'arrivée précipitée, suivi d'une avance et charge, puis d'un retrait via Fade to Darkness pour le buveur de sang. Les cycles d'engagement et de retrait propres à ce détachement déstabilisent les armées trop rigides ou peu mobiles. L'ensemble compose une armée moins axée sur la destruction brute que la liste précédente, mais reste un style qui exige de la rigueur et de la lecture de jeu, mais qui s'avère dévastateur entre de bonnes mains. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.